Alors aujourd'hui, le thème de cette chronique, c'est la technique de prise de décision 10-10-10. Est-ce que vous connaissez cette méthode-là, la méthode 10-10-10? Alors c'est ce dont nous allons parler. Donc souvent, l'indécision, c'est lié à un manque de confiance en vous, à la crainte de vous tromper, de faire des erreurs, de prendre la mauvaise décision. Et face à vos craintes, c'est tentant d'hésiter, puis parfois de ne pas choisir, puisque effectivement, ne pas décider, ne pas choisir, ne pas faire de choix, c'est bien sûr de ne pas échouer, de ne pas faire d'erreur. Si on ne décide pas, on ne fait pas d'erreur. Bien, il y a Suzy Welch, une journaliste et écrivaine américaine qui est spécialisée en économie, qui s'est intéressée à la question de la prise de décision. Donc, Welch, elle a étudié en détail le fonctionnement du cerveau au cours de la prise de décision. Puis elle a trouvé qu'il y avait une faille très importante qu'on appelle l'escompte hyperbolique. Ce que ça signifie, ça, l'escompte hyperbolique, c'est que vous vous comportez comme si le futur n'existait pas souvent. Peut-être que vous avez des exemples en tête, je peux vous en donner. Manger de la malbouffe, nourriture trop sucrée, trop grasse, trop salée, boire trop souvent du bon vin la fin de semaine, peut-être même la semaine, fumer, ne pas faire d'exercice physique, dormir moins de 6-7 heures par nuit, comme si le futur par rapport à notre santé physique et mentale n'existait pas. On se dit, pour cette fois-ci, c'est pas grave, puis la fois d'après, puis l'autre fois ensuite. Donc, c'est ce dont on parle dans l'escompte hyperbolique. Alors, suite à ces études, Welch a créé la méthode 10-10-10 qui implique de mesurer les conséquences de votre choix à 3 moments bien définis pour prendre sa décision. Mais avant de poursuivre sur ces 3 moments et les 3 points fondamentaux de cette méthode, je vous invite bien sûr à vous inscrire à ma chaîne YouTube, si vous le souhaitez, à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Vous pouvez aussi partager cette chronique si vous pensez que d'autres personnes pourraient en bénéficier, que ce serait intéressant pour eux. Vous pouvez cliquer j'aime si, évidemment, ça vous inspire comme chronique. Donc, voilà. Vous pouvez continuer comme ça à me suivre, puis à recevoir aussi une notification quand j'ai un nouveau vidéo qui sort. Alors, on revient à la méthode 10-10-10. Le premier point, se poser une question. Donc, évidemment, si on a un choix à faire, on doit se poser une question. Donc, le premier point, ça consiste à définir clairement le problème que vous cherchez à résoudre ou la décision que vous devez prendre. Donc, vous devez être le plus précise en définissant cette question-là. Cela va augmenter vos chances de prendre une bonne décision. Ensuite, le deuxième point, c'est de recueillir des données. Donc, vous devez ensuite rassembler des informations qui permettent d'identifier les principales possibilités qui existent afin de résoudre votre problème ou de solutionner votre conflit. Pour ça, vous pouvez consulter des documents, faire de la lecture, consulter des experts par exemple, tout dépendant évidemment de la décision que vous avez à prendre, si elle est importante ou plutôt banale et quotidienne. Alors, toujours selon Suzy Welch, vous devez ensuite réfléchir à ce qui se passerait dans 10 minutes, 10 mois et 10 ans en fonction de la décision que vous allez prendre. Donc, vous devez donc réfléchir aux conséquences immédiates, donc le 10 minutes, à moyen terme, le 10 mois et à long terme, donc dans 10 ans de cette prise de décision. En appliquant cette méthode, c'est plus facile à ce moment-là de relativiser, surtout pour le moyen et long terme. Troisième point, vous analysez ensuite. Donc, vous pouvez analyser les différentes options auxquelles vous avez réfléchi et formuler une question concrète à ce moment-là pour vraiment prendre la meilleure décision possible. Vous pouvez vous dire quelle est l'option qui m'aide à avoir un plus grand contrôle sur ma vie, par exemple. Si le choix qui est à faire n'a aucune incidence sur le moyen ou le long terme, donc dans 10 mois ou dans 10 ans, la décision, finalement, n'est pas très importante. C'est inutile de vous torturer l'esprit outre mesure avec cette décision-là. Donc, il suffit à ce moment-là de trancher pour les décisions qui ont peu d'importance pour l'avenir. On sait que ce ne sera pas très grave que vous en preniez une ou l'autre, que ce soit le plan A ou le plan B, à moyen long terme, il n'y a pas d'importance. Vous devez vous rappeler aussi que se tromper, c'est naturel. L'essentiel, c'est de savoir bien choisir lorsque la décision à prendre est réellement importante pour vous ou pour votre famille. Les décisions impliquent parfois
Hein, vous devez vous rappeler des renoncements ou des pertes. Hein. Chaque petite décision, quand on y pense tous les jours, on a plusieurs décisions, chaque petite décision, chaque choix qu'on fait implique un petit deuil de notre côté, que ce soit même pour le choix des vêtements qu'on porte, du repas qu'on va faire pour le souper. Ben, quand on choisit telle chose, ben, on dit non à tout le reste. Hein. Alors, ce sont de petites pertes, des renoncements qu'on a à faire tous les jours comme ça. Mais cependant, si vous appliquez la méthode 10-10-10 adéquatement, bien, vous allez ressentir un sentiment de soulagement. Vous allez être bien avec votre décision parce que la technique 10-10-10, c'est une technique qui permet de prendre les décisions et de vivre en alignement avec vos valeurs, vos croyances, vos rêves et vos besoins. Alors, à ce moment-là, au moment où vous allez prendre la décision, vous allez avoir fait de votre mieux pour prendre la meilleure qui soit pour vous et pour vos proches. Nous allons parler des phases selon John M. Gottman et Nan Silver, là, qui ont vraiment en fait créé un peu là, ces phases-là et ce qu'elles nous indiquent. Donc, évidemment, la phase numéro 1, la lune de miel. Hein, c'est la première phase, la lune de miel où le couple amoureux du tout début, hein, au début de la relation, quand tout est excitant, tout est nouveau, vous apprenez à connaître votre partenaire, vous découvrez de nouvelles choses ensemble et vous êtes un peu comme sur un petit nuage rose. Et cette phase peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, hein, selon les couples, mais elle finit souvent par s'estomper. Hein. C'est rare qu'on vit ça pendant 10, 20, 30 ans, la phase de la lune de miel. Donc évidemment, l'attirance physique et le désir pour l'autre est souvent à son paroxysme au début de la relation et bien qu'on puisse garder toujours cette attirance et ce désir-là, c'est rare que c'est autant qu'à nos tout débuts. Ensuite vient la deuxième phase, celle de la réalité. On peut l'appeler aussi la phase de la désillusion ou de la lutte du pouvoir. Donc, dans cette phase, vous commencez à découvrir les défauts et les imperfections de votre partenaire, hein, ses petites manies, ses mauvaises habitudes, ce qui peut parfois vous énerver. Donc, vous commencez à voir la vraie personne derrière le masque de la lune de miel, là, quand vous avez commencé à le fréquenter. Évidemment, cette phase peut être bien difficile pour certains couples car il peut y avoir beaucoup de désaccords et de conflits. C'est vraiment une lutte de pouvoir, mais qui est nécessaire. Hein? Elle permet de savoir c'est qui l'autre réellement et d'affirmer les besoins et les attentes de chacun face au couple. Donc, à ce stade-ci, se joue en fait l'avenir du couple parce qu'il semble que la moitié des couples se séparent lors de cette deuxième phase. Si le couple passe à travers cette deuxième phase de la réalité, de la lutte de pouvoir, eh bien vient la phase numéro 3, la phase qui est davantage de la stabilité ou on peut dire aussi du partage des pouvoirs. Donc, après avoir traversé les hauts et les bas de la phase de la réalité, vous et votre partenaire, vous êtes installés dans une relation qui est plus stable. Vous connaissez mieux les forces et les faiblesses de chacun, hein, de un et l'autre. Puis vous êtes capable aussi de plus vous adapter à l'un et l'autre, puis vous êtes en mesure de naviguer à travers les défis du couple ensemble. Donc, dans le partage du pouvoir, chacun accepte de mettre ses différences, parfois contradictoires, hein, souvent on l'espère complémentaires, au service du couple. Puis, tous les deux apprennent à mieux gérer les crises et les conflits qui sont évidemment inhérentes à la vie à deux. Vient ensuite la phase numéro 4, celle de l'engagement proprement dit. Alors, c'est vraiment la phase d'engagement. On peut dire aussi du renouveau, hein, après être passé à travers la lune de miel, la période de la réalité qui est un peu plus une période de crise et une période de stabilité qui suit. On arrive à l'engagement ou au renouveau. Donc, à ce stade-ci, vous et votre partenaire, vous avez décidé de vous engager à plus long terme ensemble. Donc, cela peut signifier, par exemple, un mariage, une cohabitation, ou simplement une décision de construire un avenir ensemble. Donc, cette phase peut être très excitante, mais elle peut aussi être un peu stressante parce que ça exige quand même un engagement qui est plus sérieux. Donc, habituellement, c'est ça lors de cette phase que le couple choisit de cohabiter ensemble, de se marier, d'acheter une maison, d'avoir un enfant, hein, tout engagement qui est vraiment plus sérieux à long terme. Et finalement vient la cinquième phase, celle de l'approfondissement. Donc, c'est la dernière phase des étapes de la relation conjugale. On peut l'appeler aussi la phase du couple connecté ou la phase où chacun est ouvert à l'autre. Hein.
dans sa relation. Donc, dans cette phase, votre partenaire et vous allez construire une relation solide. Vous allez être capable de développer une intimité plus profonde et beaucoup plus significative. Vous avez appris à vous faire confiance, à vous soutenir aussi mutuellement et à grandir ensemble dans votre relation de couple. Donc, évidemment, hein, ces phases ne sont pas nécessairement linéaires. Donc, il peut y avoir des moments de va-et-vient entre elles. Hein. Vous pouvez être passé à l'étape de stabilité, de l'engagement, puis arrive une période plus difficile où vous vous retrouvez dans une période davantage de lutte de pouvoir. Donc, on peut là revenir en arrière et ensuite repartir vers l'avant dans les phases de la relation de couple. C'est important de se rappeler que chaque couple est différent, puis que chaque relation évolue aussi à son propre rythme. Donc, il n'y a pas de nombre de semaines ou de mois prédéterminés. Hein. Chaque couple est différent. Mais en prenant le temps de comprendre ces différentes phases, bien, ça peut vous aider à anticiper les défis, puis toutes les opportunités de chaque étape de la relation de couple. Donc, évidemment, passer à travers la phase de la réalité, ça peut être très difficile, c'est probablement celle qui est la plus difficile, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour aider votre relation à traverser cette période et éviter une rupture. Alors, je poursuis maintenant avec des stratégies qui peuvent vous aider, entre autres, à traverser la période de la phase de la réalité, hein, pour éviter, bien sûr, une rupture. Donc, premièrement, communiquez ouvertement avec votre partenaire. Hein. C'est très important de parler de vos sentiments, de vos attentes, de vos préoccupations face à la relation. Et c'est aussi tout aussi important d'écouter les réponses de votre partenaire et ce que lui aussi a à dire sur ses sentiments, hein, de l'écouter avec empathie, respect et bienveillance. Deuxièmement, accepter les différences. Hein. C'est extrêmement important de reconnaître que l'autre n'est pas parfait et qu'il y a des différences qui existent entre vous deux. Alors, apprenez à les accepter et à essayer de trouver un compromis qui vous convient à tous les deux. Hein. Accepter les différences, bien, c'est sûr que ça prend beaucoup d'amour. Ça prend aussi beaucoup de lâcher prise pour accepter que l'autre est différent de nous, hein, qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes priorités de vie. Mais vous pouvez y arriver si vous arrivez à bien communiquer, comme on le disait dans l'étape 1. Troisièmement, soyez honnête, hein, autant envers vous-même qu'envers votre partenaire. Donc, quand quelque chose ne va pas dans votre relation, n'ayez pas peur de le dire. C'est important, comme on disait tout à l'heure, de communiquer ce qui se passe, puis ça peut éviter des problèmes à long terme, parce que sinon, plus vous restez avec vos frustrations, vos émotions négatives, hein, plus vous les accumulez à long terme, plus il y a de risques que ça finisse par une explosion dans la colère, l'agressivité, un peu dans le drame, ou tout simplement même par une rupture. Il y a des gens qui ne disent jamais ce qui va pas, puis tout d'un coup, ils quittent comme ça, sans aucune explication. Donc, pour éviter cela, bien, communiquez avec honnêteté à l'autre et régulièrement aussi. Quatrièmement, prenez du temps pour vous seul. C'est important de prendre du temps, hein, pour vous, pour vos intérêts personnels, pour vos amitiés aussi, puis de pas tout miser sur votre relation. Hein. Comme ça va vous permettre d'éviter de mettre trop de pression sur votre relation, mais aussi sur votre partenaire. Cinquièmement, soyez patient, surtout dans la phase de la réalité, qui est, on l'a dit, difficile, mais qui ne dure pas éternellement. Donc, soyez patients à travailler ensemble pour résoudre les problèmes pendant cette période plus complexe de la relation de couple. Donc, en suivant ces conseils, mais ça va vous aider à passer à travers la phase de la réalité puis à renforcer votre lien avec votre partenaire. Gardez aussi à l'esprit que chaque couple est bien différent et que vous devrez peut-être trouver des solutions qui sont uniques à votre situation, à votre relation amoureuse. Alors, ceci met fin à la chronique d'aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous le souhaitez, que vous pouvez télécharger dans la description en dessous mes fiches pratiques, les 9 outils allège mental qui vont vous aider dès maintenant, hein, à vous libérer de la charge mentale au quotidien. Puis elles ont été conçues pour que vous puissiez les afficher soit sur le frigo ou sur le mur, par exemple. Donc, voilà, je pense que ça peut vous être très utile. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et, comme à l'habitude, prenez bien soin de vous avec bienveillance.